Les musiciens jouent près de la frontière américano-mexicaine dans le cadre du concert Abattez ce mur. Ils protestent contre le projet de Donald Trump de construire une nouvelle barrière séparant les deux pays. Nous allons construire un grand mur à la frontière pour arrêter l'immigration illégale, arrêter les gangs, arrêter le flux des drogues dans le pays. Allô? Quelqu'un est prêt? Oui, nous partons à 12h30. Il faut aller les chercher. On se voit près de l'église. Je leur ai dit d'y aller. Chacun a son histoire. Certains ont été déportés. La majorité d'entre eux sont jeunes, 18 ans. D'autres sont encore plus jeunes, 14, 16 ans. Ils sont mexicains dans leur majorité. Certains veulent rejoindre leur famille. D'autres n'aiment tout simplement pas leur vie ici. J'ai rencontré des gens qui, après avoir vécu ici pendant 5 ou 6 ans, ne parlaient toujours pas espagnol. Ils ne pouvaient pas s'habituer à la nourriture, travaillaient pour un salaire minable de 150 à 200 pesos par jour. Sur cette route, on voit beaucoup de patrouilles. Je leur dis donc toujours de prendre quelque chose à manger. Les patrouilles peuvent nous arrêter pour une journée ou une partie de la nuit, ou même jusqu'à l'aube. Nous formons un groupe. Je prends un sac avec tout ce qui peut être utile sur le chemin. J'accompagne les gens pour des raisons de sécurité. La sécurité sur la route est très importante. Il y a toujours le risque d'être capturé par les services de contrôle des frontières ou de rencontrer des gangsters qui volent les voyageurs. Ensuite, nous allons à droite ou à gauche, là où il n'y a pas de patrouille. Cela peut être un profond ravin ou quelque chose de ce genre. On va attendre qu'il fasse nuit. Il y a des voleurs ici. On va par groupe de 5. Parce que les bandits utilisent la vision nocturne. Ils volent les gens et les enlèvent. Essayons de ce côté. Nous allons comme ça jusqu'à notre premier arrêt. Ensuite, on tourne. Si tout va bien, nous continuerons à marcher. Ensuite, on fait une pause dans un endroit calme. Si nous avons de la chance, on continuera à marcher. À gauche, pas à droite. Ne marchez pas sur les traces et sur le sentier. Marchez de côté. En faisant ça, vous ne laissez pas de traces. Ils ne comprendront pas que vous êtes là. Essayez de marcher sur le terrain le plus dur. Vous ne voulez pas qu'ils comprennent que vous êtes là.
Les pneus ont une empreinte. Ma chaussure a une empreinte. Nous sommes une organisation de bénévoles, composée d'anciens militaires et de représentants des forces de l'ordre. Nous venons ici pendant 7 ou 10 jours et nous refermons autant que nous le pouvons la frontière pour mettre fin au trafic de drogue. Tu pourrais penser que c'est une vieille trace, mais c'est pas ça. C'est une nouvelle qui est sur celle de quelqu'un d'autre. Si ça continue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne peut pas lutter contre ça avec une journée de 9 à 17 heures. Tu dois sortir et occuper le terrain, comme à la guerre. Pour nous, c'est la guerre. Ils apportent marijuana, cocaïne, héroïne, amphétamine, et maintenant, ils apportent du phétanolome, c'est-à-dire de l'héroïne synthétique. Des questions? Y a-t-il de grosses différences entre les traces des hommes et des femmes? La taille, la profondeur, parce qu'elles sont plus petites et plus légères. Mais on s'en fout, parce qu'il n'y a pas de femmes et d'enfants ici. J'ai vu une trace aussi grosse que la sienne, et ça devait être le plus gros dealer de l'histoire du Mexique. J'ai suivi sa trace. Il devait porter un truc lourd, parce qu'elle était vraiment profonde. Fallujah, Bagdad, Mossoul, Koweït. J'ai été 4 fois en Irak et 1 fois en Afghanistan. J'ai une plaque dans la tête, dans le bras. Quel est mon but? Mettre fin au trafic des drogues. Je viens du Mississippi. J'ai mis 25 heures pour venir ici. Il y a des gars des autres États. Il y en a un de Caroline du Sud. Je pense que nous faisons une bonne chose. Le gouvernement ne fait rien ici. Et nous sommes là pour arrêter les drogues. La dernière fois, nous avons suivi 18 personnes. Chacune portait 20 kilos de drogue. Ils se sont enfuis devant nous. Et nous avons donc appelé la patrouille frontalière qui les a attrapés de l'autre côté de la montagne. Si vous regardez sur la colline, il y a une tour. Elle coûte 90 millions de dollars. C'est depuis cet endroit que doit se faire la surveillance de la frontière désormais. Quand ils aperçoivent quelque chose, ils doivent appeler la patrouille frontalière. C'est cette patrouille qui est censée arrêter ces gars, mais elle se trouve trop loin. Et quand elle arrive, ils sont déjà partis. Charlie à base. Nous sommes tous d'anciens militaires et des membres des forces de l'ordre. Nous savons y faire. Chaque fois que nous attrapons quelqu'un, nous le faisons s'asseoir et nous lui demandons s'il a besoin d'eau, de nourriture ou d'assistance médicale. Peu importe si vous êtes trafiquant de drogue et que vous tuez des gens, si vous essayez juste de vous infiltrer dans le pays, on ne veut pas votre mort. Mourir de soif est l'une des plus horribles morts qui me viennent à l'esprit. Alors nous leur donnons à manger, à boire, de l'aide médicale. Et nous appelons la patrouille frontalière pour venir les chercher. La frontière est ouverte. Les gens de 78 pays différents la traversent. Le grand problème, c'est qui sont ces gens? Regardez ce qui se passe en Europe. Oh mon Dieu, il faut aider ces pauvres gens. Mais vous laissez entrer une foule de mauvais gars et vous ne savez tout simplement pas qui ils sont. Mais la société d'aujourd'hui est si obsédée par le politiquement correct qu'on a peur d'offenser quelqu'un. Moi, je m'en fous. Si je vous offense, je suis quelqu'un de mauvais. J'essaie de protéger mon peuple, ma famille, mes amis. Si ça vous dérange, j'en suis désolé. C'est pourquoi ils nous traitent de racistes et tout ça.
Maison de soutien aux vétérans déportés, j'écoute. J'habite ici, dans ce bunker. Si vous voulez me rendre visite un de ces jours. Je dors ici, sur le canapé, je suis toujours là. Si j'arrêtais, on ne pourrait pas aider ces gars. Ils ont tous leur histoire. Certains sont allés en prison pour ce qu'on appelle des crimes graves. Cela peut être n'importe quoi. Fraude au chèque en bois, utilisation d'une arme à feu, détention d'une petite quantité de drogue pour utilisation personnelle. Ça peut être 2 kilos de marijuana. Il y a beaucoup de variantes. J'appelle donc les choses par leur nom. Ces gens ont commis des crimes et sont allés en prison. J'ai rejoint l'armée en 1995 et j'ai servi dans la 82e division aéroportée jusqu'à ma démobilisation en 2001. Après mon départ de l'armée, je me suis retrouvé dans une bagarre et quelqu'un a tiré sur une voiture. Je suis allé en prison. On m'a condamné à 3 ans, mais j'y ai passé juste 1 an et 8 mois. Et j'ai été déporté en 2004. Je suis revenu aux États-Unis de façon illégale, mais on m'a attrapé en 2010. Depuis, je suis resté au Mexique et j'ai ouvert le refuge en 2013. Si vous commettez un crime grave, on peut vous déporter. Même ceux qui ont servi dans l'armée. S'ils ont commis un crime, après, on les prive de leur carte de séjour. Et c'est comme ça, facile et rapide. Hey, where does the chicharron go? It didn't say? All right. Hey, do me a favor, put this over there. Rice. We're just waiting for the rice. After the rice is done, then we're going to eat. I've been here for. Je suis ici depuis 7 ans. J'ai été déporté en 2010, le 18 mai. J'oublierai jamais ce jour. J'avais peur, connaissais personne, je connaissais pas la ville, savais pas comment me comporter. J'avais juste 32 $ dans ma poche. Les services d'immigration ont pris la seule carte d'identité que j'avais. J'avais plus rien à part cette somme d'argent. Et je savais pas quoi faire. Je savais pas où aller. Ils te laissent tout simplement à la frontière en disant « vas-y ». Et tu dois marcher et essayer de continuer à vivre. Tu peux écrire ton nom ici. Où ça? Ici, tu mets Alex Gomez. C'est déjà sec? Oui, c'est sec. Vraiment? Oui, tu peux mettre ton nom. Nous avons plus de 300 personnes, mais ici, il n'y a que 30 noms. Quand de nouveaux vétérans comme Alex viennent ici, ils peuvent mettre leur nom. Mon nom n'était pas là alors que je suis ici depuis 7 ans. J'étais hors circuit. Maintenant, je suis dans le coup. Leur cause est devenue ma cause. Un pour tous, tous pour un. C'est pour que les gens sachent que nous ne sommes pas simplement des chiffres. Pas simplement un groupe. Nous sommes des êtres vivants. C'est devenu plus personnel. Il ne s'agit plus seulement de moi, mais de mes frères aussi. Surtout ceux qui sont morts, qui ont perdu la vie ici au Mexique. Ils n'ont pas eu la chance de retourner chez eux. C'est très important maintenant. C'est devenu mon combat. Ma vie s'est écroulée, tout s'est effondré. Ici, j'ai pas de proches. Ouais, c'est dangereux. Les structures du crime organisé dirigent la ville d'une main de fer. Ouais, 43 ans et 1 an et demi dans la marine.
Ça craint. Ça craint quand t'es déporté. T'es assez bon pour servir le pays, mais t'es pas assez bon pour y vivre. Même si t'as déjà payé tes dettes et que tu commets plus de crimes après ça. Ça craint. Francisco, c'est la première fois à la maison? Tout ce que j'ai maintenant, c'est les cartes de visite de mon travail, que je vais perdre si je ne trouve pas un moyen. J'ai toujours ma licence d'entrepreneur, mais je n'ai pas de carte de crédit. J'ai rien d'autre, je n'ai que mon téléphone. Un paquet de bonbons et 3 $. C'est tout. La journée commence à 6 heures. Tout le monde doit être prêt à descendre pour prendre un café. Seulement un café, pas de petit déjeuner. Ceux qui n'ont pas de travail se lèvent aussi et doivent être habillés et prêts. On ne va pas frapper à la porte de chacun. Vous êtes responsable de vous-même. Il vaut mieux sortir lors de la journée. Ne se rendre que dans des endroits sécurisés. Vous savez, parfois la police détient des gens, juste pour rigoler, parce que ce ne sont pas des locaux. Ils vous raquettent? Parfois. Prenez garde. Ce qui est arrivé est dû à l'administration. Pour être légal à 100%, je devais aller au bureau d'immigration. Parfois une fois par semaine, parfois une fois par mois, pour apporter des certificats. La dernière fois que j'y suis allé, j'y suis arrivé à 9 h du matin et ils m'ont détenu. Selon l'officier, il l'a dit clairement, je ne méritais pas d'être là. Et je me souviens, ce n'était plus l'administration d'Obama. Tu es maintenant sous l'administration de Donald Trump. Et ce sont deux choses différentes. On m'a donc arrêté. Et vers 17 h, j'ai été déporté à Tijuana. C'est un cauchemar. Tu te lèves à 5h30 chez toi, avec ta famille, et puis tu te retrouves à dormir quelque part sous une tente. C'est mon fils cadet. Et mon aîné, regardez comme il est heureux. Il aime les pirates. Je ne sais vraiment pas comment expliquer ce que je ressens maintenant. Je ne sais pas si je veux pleurer, courir. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Je ne peux rien faire. Après toutes ces années, je dois apprendre un nouveau mode de vie. J'y vois un abus de la part des autorités. On ne peut pas se promener dans les rues parce qu'on risque d'être enlevé ou d'être volé.
Certains criminels regardent vos affaires, vous regardent et pourraient croire que vous avez beaucoup d'argent. Il y a quelques semaines, ils ont tué l'un de mes amis. Il s'est fait tirer dessus et en est mort. Bonne chance donc à nous tous. Regardez, j'ai écrit une lettre à Jeannette, mais je n'ai pas pu lui transmettre. Il est écrit « Pour Jeannette. Chaque fois que je te vois t'approcher, je me sens si désespérée. Et je lis une petite prière. Je demande à Dieu qu'il me permette au moins de te voir. Je voudrais tellement briser ces barrières. Je t'aime, ma petite Jeannette. Tu sais, je n'ai jamais pensé que je te verrais après tant de temps. Je t'attendrai ici, que la volonté de Dieu soit faite. Je t'embrasse. » C'est ce que j'ai écrit. Je savais que beaucoup de ceux qui prennent cette route n'arrivent jamais à destination, parce qu'ils sont attaqués, volés et parfois tués. Donc j'ai été un peu soulagée. J'étais heureuse qu'elle ait pu passer de l'autre côté. J'habite aux États-Unis depuis presque 11 ans. Je suis venue ici pour assurer un avenir meilleur à mes enfants, pour qu'ils aient plus de stabilité et la chance d'avoir une meilleure éducation. C'est une ville sympa, calme. C'est proche de mon travail. On est bien ici. J'habite ici depuis presque 2 ans. Avant, j'habitais à San Isidro, près de la frontière. Ensuite, nous avons déménagé ici, à Chula Vista. C'est mieux ici. Une école est à 2 pas d'ici et l'autre est par là. Si Dieu le veut, mes enfants iront faire leurs études à l'université de San Diego après l'école. J'y vais régulièrement, 2-3 fois par mois. Je la vois à la Playas. C'est beaucoup mieux maintenant. Au moins, je peux la toucher à travers la barrière. C'est toujours mieux comme ça. D'abord, ma fille a essayé d'obtenir un visa. Elle est allée à Juarez pour un rendez-vous, mais ils lui ont refusé. C'est pourquoi elle a décidé de traverser la frontière dans un camion. D'abord, je voulais pas y aller, parce que j'avais mes parents et ma famille ici. Je voulais pas partir, mais ensuite, un jour j'ai dit oui. Je suis venue en premier, ensuite sont venus mes enfants. Elle a essayé de partir 3 fois et n'a pas réussi. Après sa 4e tentative, elle n'est pas revenue. Je pensais que je la reverrais plus. Je me souviens de ce jour. Oui.
Voilà une échelle que nous avons trouvée dans le désert. Quelqu'un a sauté par-dessus la barrière. On laisse des jerrycans d'eau comme ça, et des groupes racistes les trouent avec leurs couteaux. C'est vraiment triste. Et nous avons aussi trouvé des douilles de fusils de chasse. Ils tirent sur les migrants. Il y a 20 ans, j'ai commencé à me rendre dans le désert, comme maintenant, pour apporter de l'eau à ceux qui traversent la frontière, parce que ces gens-là le font comme ils peuvent. Ils ne peuvent pas obtenir de visa, il n'y a pas de visa pour ces gens. Ils risquent leur vie en traversant la frontière dans le désert, par les montagnes ou par la mer. Dans les grandes villes comme San Diego ou Tijuana, il y a un mur. Là où il n'y a pas de ville, il n'y a pas de mur. Et c'est là que les gens traversent. C'est là qu'ils périssent. Ici, chaque été périssent plus de personnes que pendant toute l'histoire du mur de Berlin. Ici, vous pouvez voir ce qui reste de l'opération Gatekeeper de 1994. Et si on va plus loin, au pied de cette petite colline, on voit le mur qu'a fait construire George Bush. Et là, plus loin, il n'y a pas de mur. Sans aucun doute, la majorité des personnes aux États-Unis ne veulent pas de mur. Personne au Mexique ne veut de mur. Et je vous le garantis, le Mexique ne payera pas un sou pour ce mur. Parce que le mur n'arrête pas les gens, il les tue. Et si Trump construit ce qu'il veut construire, ce sera un peu plus long, un peu plus haut, et cela prendra un peu plus de temps à traverser, mais cela n'arrêtera personne. Fermez bien vos voitures. On peut voir que quelqu'un est passé par là récemment. Il y a des traces. On laisse ici 2 ou 3 000 bouteilles par an, chaque année. Et je dirais qu'à peu près 300 sont utilisées. 300 encore sont trouées ou sabotées, et certaines restent là, tout simplement. Des animaux les trouvent. Personne ne les utilise. Mais tant que l'une d'entre elles est utilisée et sauve la vie de quelqu'un, n'essayez pas de cacher les bouteilles. Je vais laisser une bouteille ici, parce que la personne va attendre ici jusqu'à l'arrivée de la voiture. Ils attendent dans l'ombre ou sous le buisson, parce qu'ils savent que les patrouilles frontalières peuvent passer par ici. Laissez l'eau là où on peut la trouver, comme ici, comme ça. La situation est devenue critique à cause de Trump. Tous ces crimes de haine, les attaques contre les gens, c'est très triste. En ce moment, nous avons un très grand nombre de bénévoles, de donations, parce que les gens sont très en colère. Ils ne veulent pas de Donald Trump. Des fois, nous trouvons derrière ces grandes pierres des sacs de couchage, des vêtements, parce que c'est là qu'ils se cachent et qu'ils attendent. Il dit qu'il veut construire ce mur. Le Congrès ne veut pas qu'il le construise, et le peuple des États-Unis ne veut pas de mur. Il y a déjà un mur qui couvre un tiers de la frontière, mais je crois qu'il va en ajouter un peu à ce qui existe déjà, et ensuite s'arrêter. D'abord, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour ça, et ensuite, parce que ce mur n'est pas nécessaire. Voilà. Ça, c'est ce que les progressistes leur laissent. De la nourriture, de l'eau. Avant que ces progressistes au cœur sensible aient commencé à apporter de l'eau et des vivres, les migrants ne marchaient, selon les patrouilles frontalières, que quelques kilomètres, jusqu'au moment où il manquait d'eau. Après, ils se mettaient sur le bord de la route, en attendant qu'on les prenne,
parce qu'ils ne pouvaient plus avancer. Mais maintenant, ils savent qu'il y a de l'eau sur tout le chemin. Vous savez, s'ils ne les encourageaient pas, les gens ne traverseraient pas la frontière. Mais ils jouent la carte de la pitié. Nous sauvons les vies, nous aidons... N'importe quoi. Vous soutenez deux activités illégales dans le pays. Le trafic de personnes et le trafic de drogue. Il semble parti à la hâte. Et après, les animaux sont passés par là. Une brosse à dents toute neuve. Très bien, on en aura besoin. Et qu'est-ce que c'est, ça? Ils voulaient faire une soirée. C'est quoi? Des confettis. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient près de la route. Ils ont peut-être entendu le bruit d'une voiture et se sont enfuis. Ça devait être cette nuit. On voit des ordures partout. Vous ne verrez jamais les humanitaires ramasser les ordures. Il faut en finir avec ce politiquement correct. Il faut appliquer nos propres lois. Si je saute au-dessus de la barrière et entre furtivement au Mexique, je serai automatiquement condamné à 1 an de prison. Et personne ne veut passer 1 an dans une prison mexicaine. Et chez nous, tout ce qu'on fait, c'est prendre des photos, des empreintes digitales, et on les renvoie de l'autre côté de la barrière. Et 4 jours plus tard, les revoilà. Regardez ça. Ils poussent la barrière comme ça, et ils passent par là. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a même pas ça. Ou alors ils la coupent. Ici, là où se trouve le fleuve de l'autre côté, avec ses gros arbres, c'est leur cachette. Ils viennent et attendent sous les buissons jusqu'à ce que le guetteur, qui est sur la montagne, leur dise que la voie est libre. Et alors ils peuvent traverser. Les 4 ou 5 dernières administrations ont répété maintes fois qu'il fallait une barrière, un mur. Ils ont approuvé la construction du mur en 2001, mais ils ne l'ont jamais financé. Jusqu'à maintenant. Les hommes politiques, ils vous disent ce que vous voulez entendre. Il faut retourner 100 ans en arrière. Il y a 100 ans, il y avait des avant-postes le long de la frontière. Et il y avait des hommes qui contrôlaient le territoire autour et qui arrêtaient tout ce qui essayait de passer. Le groupe n'avance jamais d'un bloc, on se disperse. Mais chacun suit l'autre. Si quelqu'un est perdu, je reviens toujours en arrière et je vérifie. Parce que s'ils sont pris, même si ce sont des journalistes, ils vont les détenir jusqu'à savoir qui ils sont. Si nous sommes 10, on se sépare. 2 par-ci, 3 par-là, etc., etc. Ainsi, pas plus de 3 personnes ne sont capturées. On essayait de traverser la frontière. J'ai vu l'agent de contrôle des frontières et je me suis mis à courir. S'il crie de s'arrêter, la meilleure défense est de courir. Il ne faut pas jeter des pierres ou autre chose. Il faut tout simplement courir. Courir n'est pas un crime, mais ils le présentent comme tel.
La patrouille peut dire qu'un immigré a jeté des pierres pour lui tirer dessus. Mais normalement, ils ne font que crier et vous laissent vous enfuir. Je conduisais alors que j'étais défoncé et on m'a saisi. La police m'a arrêté et m'a renvoyé au Mexique. J'ai été déporté il y a 4 ans. J'essaye de retourner à Los Angeles. Oui, j'ai été déporté 14 fois. Je suis revenu 13 fois. C'est ma 14e tentative. J'étais défoncé quand on m'a saisi. J'étais défoncé. Il faut passer une nuit ici, mais nous devons garder le silence, puisque la patrouille frontalière peut appeler le Beta Group, qui peut venir ici nous arrêter. On n'a pas le choix. On peut construire un mur, construire tout ce que vous voulez jusqu'au ciel, pour une sécurité absolue. Mais ce ne sera pas un gros problème. Les gens vont toujours contourner les patrouilles frontalières et ils vont traverser là où vous ne les attendez pas. Il y aura des gardiens près du mur, mais certains pourraient avoir bon cœur et fermer les yeux et laisser les gens passer. J'ai eu un rêve. Et mes rêves sont en anglais. Ensuite, je me suis réveillé, parce que quelqu'un m'a réveillé. Il est l'heure de partir, d'y aller. Mais il me parlait espagnol. C'est comme si tu bougeais ta tête de gauche à droite, cherchant à te fixer sur ce qui est à l'intérieur. Je n'ai toujours pas d'endroit où vivre. Je ne connais personne. Les derniers jours, je n'avais aucun projet, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas de papier, mais maintenant j'ai un plan. J'ai trouvé dans ce refuge 2 personnes. Nous pensons à partager le loyer et à repartir de zéro. Et on verra ce que ça donne. Quand j'ai appris que j'étais sélectionné pour cette interview, d'abord, j'ai rien senti comme maintenant. Maintenant, je suis content parce que j'ai un plan. On peut se réunir, on va commencer. On a un endroit où commencer. Ce sera la première fois que j'essaie d'obtenir un boulot ici. C'est dans le domaine des télécommunications. Je ne sais pas quoi, mais j'accepterai toute offre. Tu es entre les 2 États, mexicain et américain. Et aucun d'entre eux ne te veut. Ils ne veulent pas de toi ici, comme là-bas. Ça donne le sentiment d'être sur un territoire appartenant à personne.
On a une visite très importante. Il y a un groupe de membres du Congrès qui n'ont jamais rendu visite aux citoyens déportés ou aux anciens combattants déportés. Et nous sommes contents de pouvoir parler à ces gens qui font les lois. Ce sont eux qui peuvent nous faire retourner chez nous, pousser le président à écrire un décret exécutif. Bonjour tout le monde, je m'appelle Joaquim Castro. Je fais partie du groupe des 7 membres du Congrès. Nous sommes venus vous voir ici, à Tijuana, au Mexique. Nous voulions entendre vos histoires, mais aussi faire part de ce message à nos collègues au Congrès américain et au peuple américain. Nous nous sommes inscrits volontairement dans l'armée, mais malheureusement, nous avons violé la loi. Je veux juste rentrer chez moi. Je veux retrouver mon père et ma mère. Comme tout le monde, je veux rentrer chez moi. Même si je suis là, je sens que mon pays, c'est les États-Unis. C'est la honte pour l'Amérique, renvoyer des gens qui l'ont défendu. Cette déportation est injuste. J'ai signé la négociation de peine. Le juge, en présence des autres, a signé le point 9, disant que si je plaidais coupable, je ne serais pas déporté. Pourtant, je suis ici. Nous sommes persuadés que tous ceux qui ont risqué leur vie pour notre pays ne peuvent faire l'objet d'une déportation. Malheureusement, des centaines ou même des milliers d'anciens combattants ont été traités ainsi. Le gouverneur Jerry Brown a signé à Pâques 3 grâces. Et je suis ici aujourd'hui pour vous les remettre. La première est pour M. Héctor Barajas, de la part du gouverneur de Californie. Et voilà. Allez, vas-y. Le Mexique. Il ne veut pas y retourner. Écoute, le pays que je soutiens dans le foot et celui dans lequel je veux vivre sont deux choses absolument différentes. S'il y avait des républicains dans le coin, là, Trump ou quelqu'un d'autre, ce serait USA, USA. Crois-moi. Maintenant, je fais tout ce qu'on me dit dans la maison de soutien aux vétérans. Je prépare les documents, je fais des demandes de choses et d'autres. On essaie de reconsidérer ma démobilisation, d'obtenir des lettres de recommandation pour ça. La dernière fois que j'ai vu ma famille, c'était il y a 5 ans. J'ai vu personne depuis. Personne ne vient. Parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Trop de crimes organisés, trop de morts. Ma mère vieillit. Elle a 91 ans. Elle ne peut plus voyager beaucoup. Ça me fait vraiment du mal qu'elle ait cet âge-là parce que je sais que si jamais elle meurt, je ne pourrai pas revenir l'enterrer comme j'ai enterré mon père. Ne pas voir mes enfants. Je dis mes enfants, mais le plus âgé a 25 ans. Britney a 23 ans, Melissa a 20 ans, et le plus petit vient d'avoir ses 18 ans. Ces photos sont vieilles, mais c'est tout ce que j'ai. C'est dur. J'ai tout perdu. Évidemment, j'ai toujours été avec eux, je peux le dire. C'est quelque chose qui me manque tellement, mais tellement. La vie ne fait que passer, le temps passe et je fais que vieillir. Il me semble que je trouve pas ma maison. Ouais, j'ai l'impression qu'on m'a chassé dans un coin. C'est comme ça que je me sens.
On n'avait jamais eu cette opportunité auparavant. Je recevais parfois une photo, ou une lettre, ou regardais une vidéo, ou envoyais ma mère dîner chez quelqu'un de nos proches. Je savais rien de ce parc avant. Maintenant, je peux la voir, lui parler, rire avec elle. C'est triste. C'est pour moi très douloureux. On se sent un peu mieux maintenant. C'est moins déprimant qu'avant, quand on attendait. Écoute, Yasmine a rencontré un lion. Comment? Yasmine a rencontré un lion. Pourquoi? Regarde, elle est couverte d'égratignures. Salut, maman. Donne-moi ton doigt. Par ici. Vous avez mis beaucoup de temps pour venir? Chérie, pourquoi tu ne dis pas bonjour à mamie? Dis bonjour à mamie. Viens ici. Je t'aime tellement. Tu es si petite. Yasmine, regarde-moi. Au moins, je peux te regarder dans les yeux. Ma belle fillette, tu es si jolie. Dieu merci, je sais que les souffrances que j'ai endurées parce que ma famille est à Tijuana valaient la peine. Parce que dans mon pays, il y a plein d'opportunités. Il y a de l'argent, de la puissance, tout. Il a une histoire riche. Mais malheureusement, on ne pense pas aux jeunes. C'est pas parce que le Mexique est pauvre et n'a rien. Il a tout. Mais l'éducation n'est pas une priorité. Ici est écrit « Tout va s'écrouler, notre société de classe et les murs séparateurs. Abattez ce foutu mur. » Je veux qu'elle reste là. Elle doit être avec sa famille. Elle doit en profiter. Et moi, je suis heureuse si elle est heureuse. Si les enfants vont bien, je vais bien. Même si on ne se voit presque pas et qu'on ne peut pas être ensemble. Je vais construire un très grand mur sur notre frontière sud. Et je ferai payer le Mexique pour ce mur. C'est une mesure vitale. Nous allons bâtir ce mur. Nous n'avons pas le choix.